Professeur Jean-Emmanuel Bibeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin cancérologue, chercheur spécialisé en intelligence artificielle et vous êtes auteur du livre 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse votre domaine de la médecine, qui est paru aux éditions des Équateurs. Vous vous projetez donc dans une vingtaine d'années, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus présente, mais elle est déjà là, dans votre domaine de la cancérologie. Vous allez nous donner quelques exemples, déjà pour comprendre, c'est quoi, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi ? Alors en fait, quand on parle d'intelligence artificielle de nos jours, on parle surtout d'apprentissage machine, le machine learning. En fait, ce sont un ensemble de méthodes informatiques qui consistent à essayer de simuler l'intelligence. À partir de données, on essaye de faire en sorte qu'un algorithme puisse apprendre à partir de données. C'est une sorte de logiciel intelligent, mais c'est pas forcément un robot comme on... Alors exactement. En fait, on a tendance parfois à confondre un petit peu robot et intelligence artificielle. En fait, intelligence artificielle, c'est plus l'esprit, entre guillemets, c'est-à-dire le cerveau. Et le robot, c'est plus le côté physique qui va, une machine par exemple, qui va mouvoir quelque chose. Alors, une IA peut parfois piloter un robot, mais un robot n'est pas toujours piloté par une IA. Et donc ça, c'est important de faire la distinction entre les deux. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que permet une IA, une intelligence artificielle en médecine, que l'humain ne fait pas ou fait mal ? Alors, il y a plusieurs choses en fait. L'IA permet de faire deux grands types de choses. Il y a ce que les humains savent faire. Typiquement, les tâches de perception, donc de la radiologie ou de l'analyse de biopsie de tumeurs. Ça, l'IA sait le faire, mais l'humain sait le faire. Peut-être un peu moins vite, et dans certains cas, peut-être un peu moins bien, mais ça reste à voir, pour l'humain, je veux dire. Et par contre, effectivement, là où c'est intéressant, c'est que l'IA sait aussi faire ce que l'humain ne sait pas faire. Typiquement, c'est-à-dire de la prédiction. Savoir 10 ans à l'avance si vous allez développer une maladie ou alors si vous allez par exemple être guéri d'une maladie X ou Y. À partir des données d'aujourd'hui, à partir de ce que vous évoquiez, une radio, une biopsie, une intelligence artificielle peut dire voilà ce qui peut se passer dans 10 ans, ce qui va se passer dans 10 ans. Absolument, il y a des équipes notamment il y a quelques années en Australie qui a développé une IA qui permet de prédire 5 ans à l'avance votre risque de décéder simplement à partir d'un scanner et surtout, ce qui est important, un scanner qui semble normal à l'œil humain. Et c'est fiable ça ? Ça a été testé de façon rétrospective, c'est-à-dire sur un certain nombre de patients dont on connaissait le devenir. Ça reste encore à être validé de façon prospective, c'est-à-dire sur de nouveaux patients. C'est-à-dire qu'on a fait le test, on sait que le patient a développé tel cancer, on a remonté dans le temps, on a donné à l'intelligence artificielle le dossier médical de 5 ans avant. Exactement. Et elle a prédit le cancer qui a effectivement été développé. Absolument, oui. Mais ça sous-entend que l'intelligence artificielle, on a besoin de la nourrir en quelque sorte, de lui donner des données justement, données médicales. Absolument. Et ça, c'est un problème, entre guillemets, en médecine, parce que les données sont difficiles d'accès, pas toujours de très très bonne qualité. Exactement, très sensible. Il y a toute la thématique du secret médical qui est abordée dans le livre. Et en réalité, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on est pris dans l'équilibre de trop protéger ces données, mais de freiner l'innovation. Ou alors de ne pas assez les protéger et de libérer l'innovation, mais au prix, si vous voulez, de la vie privée et des données médicales. Donc c'est très sensible de choisir la bonne balance entre les deux. Et c'est ce qui différencie aujourd'hui, par exemple, l'Europe ou la France par rapport aux États-Unis en matière d'avancée technologique ? Absolument. Donc, c'est un des éléments, c'est pas le seul. En Europe, on a le RGPD, dont on peut se réjouir. Aux États-Unis, ils ont aussi des règles un peu moins strictes. Et c'est surtout en Chine, en réalité, où ils ont très très peu de règles et où les avancées en IA, on le lit régulièrement, sont très très rapides, notamment parce qu'ils ont un accès aux données qui est très très vaste. Il faut être plus souple en Europe, d'après vous, sur cette question ? Il y a une réflexion peut-être à avoir sur la réutilisation de données rétrospectives, c'est-à-dire du soin qui a déjà été fait et dont on pourrait réutiliser les données, pas pour refaire du nouveau soin, mais au moins pour essayer de comprendre certaines choses. Je crois qu'il y a cette réflexion qui est déjà en cours au niveau du législateur et ça serait bienvenu qu'effectivement on ait accès un peu plus simple à ces données-là. D'ailleurs, on voit que des grands groupes comme Google investissent déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Il y a par exemple la mammographie, une technologie de mammographie, je crois, développée par Google. Il faut s'inquiéter que les GAFAM investissent ce champ-là ou pas forcément parce que ça reste surveillé par des médecins, des scientifiques, des universitaires. Dans quel cadre est-ce que ça se développe ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. C'est que Google, notamment, avait fait à l'été 2019 un grand projet qui s'appelait le projet Nightingale, où ils avaient fait un partenariat avec un réseau d'hôpitaux privés américains qui s'appelle Ascension, qui est un très très gros réseau de cliniques américaines, et ils avaient récupéré des données médicales de millions de patients sans que ça ait été très très clairement dit, et ça a fait une très très grosse polémique, notamment aux États-Unis, et Google a dû arrêter son projet. Et d'une part, c'est vrai qu'on peut se dire que
la façon dont ça a été fait avait peut-être été un peu maladroite, mais d'autre part, quand on voit ce qui était en train d'être préparé par Google, et notamment une sorte de nouveau dossier médical avec une sorte de convivialité qu'on n'a pas, hein, nous, dans les médecins, malheureusement, au niveau des logiciels médicaux, on est très souvent confrontés à des logiciels qui sont un peu rigides, pas très conviviaux. Google était en train de faire quelque chose de vraiment intéressant, et malheureusement, ils ont plus ou moins abandonné ce projet-là. L'idée qui sous-tend tout ça, c'est que il y a certainement des garde-fous à mettre en place pour que ces relations et ces recherches entre le privé et le public puissent se faire, mais dans de bonnes conditions et toujours en respect de la législation, bien sûr. Et puis pour la médecine, du serment d'Hippocrate, c'est très très important. C'est sûr que les GAFAM n'ont pas prêté le serment d'Hippocrate, les médecins l'ont prêté. Et je pense que l'idée, c'est que les médecins doivent s'investir dans l'IA, mais en respectant ce serment-là pour le bien du patient, quoi. Pour revenir peut-être à des applications extrêmement pratiques de l'intelligence artificielle pour ceux qui nous écoutent, qui disent très bien, on a compris ce que c'est. Maintenant, concrètement, comment on s'en sert au quotidien? Dans le domaine de la psychologie, je crois, l'intelligence artificielle permet déjà de détecter, par exemple, des comportements suicidaires. Absolument. Donc, en fait, en réalité, la psychiatrie et la psychologie, ce sont parmi les premiers domaines qui ont été développés en IA depuis même les années 60. On a cherché à essayer de développer des psychothérapeutes virtuels. Ça marchait pas forcément très très bien à l'époque. Il manque l'empathie. Voilà, entre autres, mais c'était aussi que c'était il y a un certain temps. Quoi qu'il en soit, c'est un domaine qui est vraiment très très intéressant par rapport à l'IA. Et on sait, il y a eu des recherches publiées notamment dans un très très grand journal de l'Académie américaine de sciences qui s'appelle PNAS. Où une équipe en fait, s'est intéressée à essayer de voir si on pouvait prédire le risque suicidaire simplement à partir de vos posts Facebook. C'est-à-dire en fonction du contenu de vos posts, prédire si vous êtes à risque. Et donc ça marche très très bien, à tel point qu'aux États-Unis, Facebook a implémenté des algorithmes qui permettent par exemple de mettre en place des alertes dès que vous avez des posts entre guillemets étiquetés suicidaires, eh bien vous allez avoir la proposition d'une assistante type hotline pour ce genre de choses-là. En dermatologie aussi, il y a des applications très concrètes aujourd'hui? Alors en dermatologie, ça date maintenant à peu près depuis 2016, donc ça fait un petit moment, mais il n'y a pas encore d'utilisation en routine. Quoi qu'il en soit, c'est une équipe de Stanford qui a notamment publié dans Nature une très grosse étude où ils ont comparé les performances d'une IA pour détecter des mélanomes à 21 dermatologues experts. Et ils ont montré que l'IA faisait aussi bien, voire mieux que les dermatologues experts. Donc ça veut dire qu'à partir de votre téléphone, si vous avez un grain de beauté qui vous inquiète potentiellement, vous pourriez le scanner et avoir une réponse en temps réel avec une fiabilité de 99% pour savoir si vous avez ou pas un mélanome. Professeur Jean-Emmanuel Bibaud, vous restez avec nous, on continue de parler de l'intelligence artificielle, son application dans votre domaine de la lutte contre le cancer. C'est aujourd'hui d'ailleurs la journée mondiale de lutte contre le cancer. On va faire aussi un point avec vous sur cette maladie qui touche 400 000 Français par an. 8h40 d'abord, c'est l'heure du Fil Info avec Diane Ferchit. La contestation face à la réforme des retraites mardi et samedi prochain seront de nouvelles journées de mobilisation et le ministre des Transports, Clément Beaune, indique réfléchir à mieux encadrer le droit de grève, à un encadrement légal et réglementaire qui existe déjà. Réagit sur France Info la CFDT Cheminots. On ne fait pas n'importe quoi pour le syndicat. Le ministre cherche à faire diversion. Olivier Dussopt, lui, a toute la confiance de la Première ministre. C'est ce qu'assure Matignon. Alors que le ministre du Travail est soupçonné de favoritisme par le parquet national financier. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme ministre d'aller au bout de la réforme des retraites, réagit ce matin Olivier Dussopt sur France Inter. Plus de 2 milliards de dollars pour l'Ukraine, nouvelle aide militaire apportée par les États-Unis. Ils vont fournir à Kiev des roquettes de plus longue portée. De leur côté, la France et l'Italie promettent de fournir un système de défense antimissile, système Mamba. 3 rencontres ce samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 de football. Paris reçoit Toulouse à 17h, puis à 19h, Lyon se déplace sur le terrain de Troyes. Enfin, Rennes accueillera Lille, coup d'envoi à 21h. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, médecin cancérologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, chercheur en intelligence artificielle. Dans le domaine de la cancérologie, l'intelligence artificielle, on disait tout à l'heure, elle est très importante, elle peut être très intéressante pour ce qui est du diagnostic. Mais à la fin des fins, c'est quand même le médecin, le cancérologue qui a la main, si j'ose dire. Ouais, donc ça, c'est une notion qui est vraiment importante à avoir pour essayer de démystifier un peu les choses. Et puis, c'est de bien comprendre que, quelle que soit la prédiction ou le diagnostic fait par une IA, il y a toujours un médecin derrière qui va la valider. C'est le principe qu'on appelle de garantie humaine. Il y a le gouvernement qui vient de lancer le label garantie humaine, avec notamment un groupe qui s'appelle Etikia. Et donc, il faut bien avoir cette notion-là. La garantie humaine, elle est applicable quand on fait quelque chose que l'humain sait faire avec de l'IA.
Le problème, c'est quand on se sert de l'IA pour faire quelque chose que l'humain ne sait pas faire. Comment on fait pour garantir que ce que l'IA fait, quand nous-mêmes, on ne sait pas faire ce qu'elle fait? Et sur ce domaine-là, on a beaucoup de pistes de réflexion encore à entretenir. Et c'est-à-dire, par exemple, Très typiquement, ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait de prédire à l'avance 5 à 10 ans le risque de faire une maladie ou d'en être guéri une fois qu'on a été diagnostiqué. Là, ensuite, il y a un suivi du médecin, j'imagine, pour vérifier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter Ça veut dire qu'on va toujours avoir 5 ans de retard, entre guillemets. Et ça veut dire qu'on ne va pas forcément donner un traitement préventif c'est toute la question. Aux malades, puisqu'on n'est pas sûr à 100% qu'il va développer la maladie. C'est une question très complexe et parfois, ce n'est pas forcément des traitements, mais c'est une adaptation des comportements, faire plus d'activité physique, manger moins de viande, ne pas fumer, pas boire d'alcool, etc. Comment on va faire pour adapter toutes ces choses-là à des prédictions qu'on n'est pas capables nous-mêmes de faire? C'est une vraie réflexion à avoir. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle fait juste une prévision de diagnostic ou d'évolution de maladie à venir, ou est-ce qu'elle vous explique pourquoi elle en arrive à ce raisonnement? Absolument. En fait, il y a des méthodologies dont on se sert actuellement dans le labo de recherche. C'est des méthodologies qu'on appelle d'interprétabilité. On dit souvent que l'IA, c'est une sorte de boîte noire, c'est-à-dire que ça donne un diagnostic ou une prédiction, mais on ne comprend pas pourquoi elle fait cette prédiction-là. Maintenant, on a des méthodologies qui permettent de comprendre pourquoi elle fait ces prédictions-là. C'est-à-dire que l'IA vous dit la prédiction et en plus, elle vous dit il y a ce problème-là parce qu'il y a telle caractéristique. Et donc, on peut comparer ces prédictions à l'intuition médicale humaine qu'on a, évidemment. Et donc là, c'est une piste, effectivement, pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de voir si l'IA fait quelque chose de correct. Et aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne pour tous les cancers? Alors non, pour l'instant, c'est plutôt du domaine de la recherche clinique. Il y a certaines maladies qui peuvent être utilisées, où l'IA peut être utilisée pour traiter. Je pense notamment en radiothérapie, par exemple le cancer de la prostate, où le ciblage qui était fait manuellement pouvait prendre plusieurs heures ou une demi-journée dans les cas complexes. Faire le contour de la tumeur. Exactement, pour choisir sur scanner. Oui, c'est ça. Et ça prend beaucoup de temps pour un humain? Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a plusieurs centaines de coupes, et donc il faut contourer chacune des coupes, ou alors une coupe sur 5. Et une intelligence artificielle, ça lui prend combien de temps? 2 à 3 minutes, donc c'est ce qu'on a. C'est un peu plus rapide, effectivement. À Pompidou, on a un serveur, qu'on envoie les images dessus, et on récupère des images déjà contourées en 2 à 3 minutes. Ça, c'est utilisé aujourd'hui en routine, à Pompidou à Paris. Et ensuite, c'est vérifié par les médecins du service pour vérifier que la qualité y est, quoi. Et ça permet donc d'avoir des traitements moins invasifs derrière, parce qu'on cible beaucoup mieux. On cible de façon plus standardisée, probablement mieux. On peut imaginer que si on utilise le même algorithme dans tous les services, on va augmenter la qualité globale des soins. Et puis en plus, surtout, et ça, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, c'est que on va, en réalité, alléger le travail technique du médecin. Et le médecin va paradoxalement, et c'est ça que je défends et qui est intéressant, va paradoxalement s'intéresser plus à l'humain. C'est-à-dire que l'IA, au contraire, ne va pas détruire la relation médecin-patient. Au contraire, elle va le renforcer parce que le médecin va avoir plus de temps pour ça. Alors, qu'est-ce qui empêche le développement à grande échelle? J'ai presque envie de vous poser la question, pourquoi on n'a pas encore de l'intelligence artificielle partout dans les hôpitaux? Les difficultés, c'est principalement la validation des algorithmes dont je vous ai parlé. Certains sont déjà validés et utilisés, d'autres sont loin d'être validés. Et le message, c'est qu'il ne faut pas se précipiter sur ces outils-là en pensant qu'il y a une forme de magie et que ça va forcément être très très bien. Il y a des risques et donc il faut être capable de les jauger, de les évaluer, et donc d'être certain que lorsqu'on utilise ces algorithmes-là, en fait, on ne fait pas pire qu'autre chose. Il faut former des médecins aussi à utiliser les outils. Et donc la faculté où je suis a un département d'IA en santé qui forme d'une part les médecins aux notions d'IA et d'autre part les ingénieurs aux notions de santé. Juste, ça coûte cher, une intelligence artificielle pour un hôpital Par rapport à d'autres dispositifs médicaux type scanner ou IRM, c'est vraiment une fraction du prix. C'est vraiment pas cher. Développer, ça peut être plus cher. Vous disiez tout à l'heure, ça va aider donc le médecin. Est-ce que ça peut finalement aider dans cette situation de pénurie de soignants que nous avons actuellement? Alors, je pense que là aussi, c'est un petit danger, c'est qu'on dise, regardez, on a mis de l'IA, donc on n'a pas besoin de recruter des médecins. À mon avis, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est un risque. En toute honnêteté, ce n'est pas une bonne pratique, à mon avis. Il faudra qu'il y ait de l'IA, mais il ne faut pas que ça empêche de former et de recruter. Ça ne remplace pas un infirmier, ça ne remplace pas un aide-soignant. Absolument pas. Dont on a besoin actuellement. Ça ne remplace pas des médicaments aussi. On a en ce moment une pénurie de certains médicaments dans la lutte contre le cancer. Est-ce que c'est une pénurie que vous voyez chez vous à Pompidou à Paris? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Alors, à l'hôpital, en général, on n'a pas de pénurie sur les chimiothérapies ou les immunothérapies ou les thérapies ciblées. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'on a besoin de prescrire des antibiotiques, par exemple, typiquement l'amoxicilline, dont on a entendu parler de la pénurie. Les patients, parfois, ont besoin d'aller chercher cet antibiotique lorsqu'ils ont de la fièvre entre 2 cycles de chimiothérapie. Là, ça peut poser des problèmes.
Oui, parce que la chimiothérapie, évidemment, a un impact sur leur défense immunitaire. Absolument, Donc, fait il faut baisser les globules s'assurer blancs. qu'ils Ouais. ne développent pas certaines infections. Professeur Jean-Emmanuel Bibaud, médecin cancérologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, je rappelle votre titre. On en est où aujourd'hui, plus globalement, du combat contre la maladie? Est-ce qu'on est proche de pouvoir dire, ça y est, on sait guérir tous les cancers? Malheureusement, non. Il y a beaucoup de progrès. On a vu notamment hier que la mortalité du cancer du poumon avait très fortement diminué dans les CHU français. Donc il y a C'est les CHU, Voilà, les centres, CHU, ouais. les Voilà. centres hospitaliers universitaires. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Mais ça ne serait pas honnête de dire qu'on va guérir tous les cancers, malheureusement, à l'heure actuelle. Je pense Qu'est-ce que qui fait, vous dites, la mortalité, elle baisse beaucoup contre les cancers des poumons? C'est dû à quoi? C'est la dû, prévention? C'est le fait qu'on détecte plus tôt ou on alors, c'est soigne mieux? probablement dû au fait qu'on détecte plus tôt, parce qu'on a des meilleurs résultats quand on détecte des tumeurs qui sont à un stade moins avancé. Et puis, c'est aussi des progrès thérapeutiques, hein, la radiothérapie qui est meilleure, qui donne moins d'effets secondaires, les chimiothérapies qui sont aussi plus efficaces, l'immunothérapie dans le cancer du poumon qui a révolutionné les choses pour les patients qui malheureusement sont métastatiques. Qui fonctionne Donc, comment l'immunothérapie? C'est assez différent des traitements d'avant, hein. c'est assez différent. En réalité, l'immunothérapie, c'est qu'on va utiliser le propre système immunitaire du patient pour détruire le cancer. Et On va comment on fait? prélever des... Non, on injecte en fait une molécule qui inhibe un certain signal qui va libérer le système immunitaire contre les cellules tumorales. On a l'impression que c'est presque comme un vaccin, finalement. C'est quasiment... On fait réagir le corps. On n'injecte pas un antigène tumoral, on injecte quelque chose qui va inhiber un signal qui bloque le système immunitaire. Et selon vous, c'est quoi les domaines dans lesquels la cancérologie va vraiment faire des avancées là dans un futur très proche? Pour moi, le principal domaine dans lequel on a besoin de faire des vrais progrès et qui vont se concrétiser, c'est dans la prévention. Ouais. Clairement, D'où l'intelligence artificielle. Voilà, il faut qu'on arrive à prévenir les cancers, c'est-à-dire les dépister et les diagnostiquer le plus tôt possible, mais surtout, tout simplement empêcher leur survenue en expliquant mieux les choses, en faisant des politiques de santé publique pour modifier les comportements qui sont à risque. Ça, c'est le premier point. C'est presque ce qu'il y a de plus facile et pourtant, c'est ce qui est le plus difficile en réalité. Le facteur comportemental, ça reste le premier risque de cancer? Absolument. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que 95% des risques d'avoir un cancer, il y a de la génétique bien sûr, mais il y a surtout le comportement et l'environnement. Donc on arrête de fumer, on se fait aider pour ça, on essaye de manger moins de cordons bleus industriels, on fait attention. Merci professeur Merci. Jean-Emmanuel Bibaud.